bonsoir à tous. Donc on va commencer le point de rencontre sur l'enfance abandonnée. Tout d'abord, je vais quand même laisser la parole à Nicole Insel, la directrice de Santé Sud, qui va nous dire un mot du coup sur les actions de Santé Sud et comment elle s'engage sur le thème de l'enfance abandonnée. Il faut quand même lui dire bravo parce que le travail qu'il fait, il mérite. Hein. Bravo, allez. Et comme ça, vous savez aussi. Parce que le travail qu'il fait, c'est un très beau travail. Bonsoir, merci d'être venu à cette rencontre sur l'enfance abandonnée en Tunisie, au Mali et en Algérie, qui inaugure pour nous un week-end très festif parce que, comme vous le savez, ce week-end, il y aura notre événement de street art au cours Julien et dans les alentours du cours Julien. On en parlera en fin de soirée. Très rapidement, Santé Sud, donc une organisation de solidarité internationale qui est spécialisée dans le développement durable de la santé dans les pays en développement, en partenariat avec des acteurs locaux. Donc agir sans remplacer est notre slogan. Quand on dit action de santé, la santé, bien sûr, la santé est comprise selon l'explication selon le concept OMS, santé physique, santé psychique et bien-être social. Et on a donc depuis une trentaine d'années environ 150 partenaires avec 150 programmes de développement durable de la santé. Pour introduire ce point rencontre sur la pensée abandonnée, il m'a paru important de retracer un petit peu à quel moment le combat de Santé Sud pour la protection des enfants abandonnés issus de relations hors mariage a commencé. Cette histoire de Santé Sud et la France abandonnée est intimement liée à un pays qui est la Tunisie, qui est un des premiers pays dans lesquels Santé Sud s'est engagé en 85-86 lors de la fondation de Santé Sud. Et c'est en fait, comme toujours, des hommes et des femmes, nos partenaires du Sud, qui, interpellés et indignés par une situation auxquelles ils étaient confrontés dans leur pratique professionnelle, qui sont venus nous interpeller pour demander de l'aide. Donc, en l'occurrence, en Tunisie, c'est en 93 où le docteur Anwar Hachiche, qui était psychiatre à Sfax et qui était un de nos partenaires pour un projet sur la promotion des personnes en situation de handicap, qui est venu nous voir pour dire qu'il allait créer une association, cette association éraphique, ASFAX, parce qu'ils étaient interpellés par les enfants abandonnés à l'hôpital et qui étaient laissés un petit peu par les professionnels de la santé de l'hôpital dans une unité où personne ne prenait soin d'eux et donc avec un taux de mortalité assez important. Donc il était évident qu'on n'a pas pu rester sans appui à ces demandes du docteur Anwar Hachiche. Et au fur et à mesure de 93, on va dire jusqu'à 96, on a accompagné les trois uniques pouponnières associatives de l'époque, donc celle de Sfax, celle de Gabès Enfant Espoir et celle de Nabeul, la voix de l'enfant. Et au fur et à mesure, on a réussi à fédérer d'autres initiatives de la société civile qui, à leur tour indignés par la problématique, ont créé des pouponnières associatives et au fur et à mesure, on a réussi à faire en sorte que les anciennes pouponnières associatives, les anciennes en âge, puissent faire bénéficier de leur expérience les nouvelles, jusqu'à créer il y a 2 ans, 2-3 ans, le réseau Amen Enfance Tunisie, qui aujourd'hui est le collectif tunisien des pouponnières associatifs, qu'on continue encore à appuyer sur un projet sur lequel on vient d'obtenir encore des financements, pour renforcer donc leur capacité bien sûr de plaidoyer, mais aussi leur capacité individuelle pour mieux prendre en charge les enfants. Donc ça c'est au niveau de la société civile tunisienne. Il est évident qu'on n'a pas pu rester non plus indifférent à la problématique de l'Institut national de protection de l'enfance qui se passait à Tunis, qui était interpellé par les pouponnières associatifs pour aussi améliorer la capacité d'accueil. Donc on a aussi de façon très naturelle accompagné l'INPE pour donc aujourd'hui être plutôt
dans un renforcement continu du réseau en collectif et des pouponnières associatives qui sont maintenant, il y a une quinzaine de pouponnières associatives aujourd'hui, et plutôt un travail pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une désinstitutionnalisation des enfants pris en charge dans cette grosse institution qui est l'NPE. De façon concomitante, en 1998, on a reçu un appel de l'Algérie, sur lequel on travaillait depuis très longtemps aussi, depuis 90-91, sur la problématique des enfants en situation de handicap. Et un acteur qu'on connaissait très bien, qui était actif dans les réseaux de la société civile, c'est Temiti Dafi, qui a créé l'unique pouponnière associative algérienne, qui, après, à la fin des années noires en Algérie, est venu nous demander de l'aide pour renforcer les capacités de l'AEFAB, donc l'Association algérienne d'enfants et familles d'accueil et bénévoles, qu'on a accompagné pendant, on va dire, une douzaine d'années pour améliorer leur capacité d'accueil. Ensuite, on parle d'enfants abandonnés. On ne peut pas parler des enfants abandonnés sans parler des mères, donc des mères célibataires. Donc il est évident qu'on a tiré le fil du soutien aux mères célibataires et on a réussi à obtenir un financement sur un projet maghrébin, donc Algérie, Tunisie et Maroc, pour travailler sur l'accompagnement de l'insertion sociale et professionnelle des mères célibataires. Mais ça, on vous en a parlé au dernier point de rencontre. En 2007, on a reçu une demande de l'association Léo, ici présente, Juliette, qui est venue nous demander si, connaissant nos actions en Tunisie et en Algérie, s'il n'était pas possible de les aider à accompagner la pouponnière publique de Bamako, dite pouponnière, parce que l'association Léo était active au sein de cette pouponnière, plus particulièrement depuis une dizaine d'années, avant 2007, sur la problématique des enfants handicapés abandonnés. Donc on a fait ensemble une mission de conception qui a résulté dans un gros projet de renforcement des capacités de la pouponnière étatique, dans lequel on est aujourd'hui dans la phase 2, mais ça, le docteur Mansoursi, le directeur de Santé Sud Mali, ici présent, pourra en parler. Logiquement, cette thématique de l'enfance abandonnée est vraiment une des thématiques phares de Santé Sud, et c'était logique aussi de continuer à tirer le fil du Maghreb, et donc Philippe Dikema, responsable programme Maghreb et Moyen-Orient, est parti en 2014 et encore en 2015 sur des missions Expo Conception pour travailler sur cette problématique qui est une même problématique, même si après chaque pays il y a des spécificités, avec deux partenaires, le premier étant la Ligue marocaine de protection de l'enfance et d'un autre côté la collectif pour le droit de l'enfant à la protection familiale. Donc c'est des projets qui sont en train d'être conçus et pour lesquels on espère avoir du financement pour les démarrer en 2016. Comme on vient de le voir dans ce film, c'est bon, vous entendez là, ça va? Oui. Okay. La naissance d'un enfant hors cadre du mariage en Tunisie peut constituer un véritable drame, aussi bien pour l'enfant que pour la mère. Les raisons psychosociologiques de ce drame tournent essentiellement autour d'un refus de la société d'accepter toute forme de parentalité hors des schémas sociaux existants. Il y a bien évidemment l'emprise d'une certaine compréhension de la religion condamnant toute forme de sexualité hors cadre du mariage. Il y a aussi l'impact d'archétypes allant à l'encontre de l'émancipation de la femme et de son libre choix. Du coup, l'enfant né hors cadre du mariage représente dans l'inconscient collectif du groupe une menace à l'organisation sociale existante. Le drame commence quand la mère apprend sa grossesse. La possibilité de l'avortement peut être envisagée. Cet acte est gratuit et anonyme dans les structures de planning familial. Toutefois, l'avortement n'est possible que si la grossesse n'a pas dépassé les 3 mois. Et puis, ces structures ne sont pas forcément connues par ces femmes, qui peuvent ignorer leur droit à l'avortement, sans parler des pratiques de maltraitance dont elles peuvent être victimes de la part des professionnels qui œuvrent dans ces structures. L'ensemble de ces conditions font qu'une bonne majorité de ces femmes sont obligées d'aller au bout d'une grossesse non désirée.
Tout ce temps de gestation est ponctué par la solitude, le rejet, l'angoisse, la fuite du milieu familial qui devient menaçant, et surtout l'absence d'accompagnement et de préparation à cette future parentalité, ce qui constitue en soi un facteur potentiel d'abandon par la suite. Le moment de l'accouchement constitue également un moment de violence autant pour la mère que pour son enfant. Elle subit toutes sortes d'enquêtes, dans l'objectif, entre autres, identifier le père biologique. Cette procédure découle de la loi relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés et de filiation inconnue. Cette loi a été promulguée afin d'assurer à l'enfant son droit à l'identité. Cependant, au niveau de l'application de cette loi, notamment à travers le déroulement de la procédure d'enquête policière, juste après le moment de l'accouchement, elle engendre un climat d'hostilité et de violence à l'égard de la mère et de son enfant. On peut dire, dans cette situation, que le premier contact de l'enfant avec le monde extérieur est d'emblée traumatique. L'enfant est ensuite placé provisoirement dans une pouponnière ou un institut national de protection de l'enfance, en attendant que sa mère le récupère ou qu'il soit adapté ou pris en café ou placé dans une famille d'accueil. Ce temps d'accueil institutionnel est source pour l'enfant d'expériences et de défis variés. Le défi de grandir en collectivité, alors qu'il nécessite des soins individualisés et personnalisés, et surtout une grande attention de la part de son environnement maternel, ce qui est loin d'être le cas dans les pouponnières. Dans une mission diagnostique visant de faire un état des lieux sur l'ensemble des pouponnières associatives, nous avons relevé plusieurs éléments qui appuient cet écart. Je commence par vous décrire l'état général des enfants. Alors cet état est assez alarmant. Ces enfants présentent un important retard du développement psychomoteur. Ils manifestent des comportements auto- et hétéro-agressifs. Ils se balancent constamment. Pour les plus jeunes, ils passent leur journée entière dans le lit. Leurs manifestations de détresse, encore discrètes, exprimées essentiellement par des souffrances somatiques, s'interprètent en tant que telles et passent donc inaperçues par le personnel. Dans le meilleur des cas, un médicament est administré, et le message de souffrance qui met l'enfant est ignoré. Alité la plupart du temps, ils finissent par renoncer à l'utilisation de leur corps. Ces enfants ne sortent pratiquement jamais et sont peu stimulés, ce qui traduit entre autres leur angoisse envers le monde environnant. Quant aux soignants, démunis de formation pour comprendre les manifestations pathologiques des nourrissons, elles adoptent certaines conduites qui peuvent paraître négligentes sans avoir conscience de l'impact de ces conduites sur les enfants. Elles sont surtout focalisées sur leur situation matérielle, une situation qu'on peut qualifier quand même de précaire. Salaire dérisoire, manque de couverture sociale et médicale pour la plupart, non-possibilité de promotion professionnelle, non-reconnaissance de leur corps de métier, grande charge de travail impliquant des tâches ménagères, absence d'une formation professionnelle préparant à cette profession, etc. L'ensemble de ces éléments ont contribué à l'émergence d'un état de démotivation générale, je dirais même des missionnaires, ayant un impact direct sur la qualité des soins fournis auprès des enfants. Ces assistantes maternelles sont également confrontées souvent à des séparations répétitives qui se font dans la précipitation et l'impréparation brutale. Puisque le soin appelle indéniablement l'attachement, les nourrices finissent au fil du temps par s'occuper des enfants pour se protéger de la brutalité des séparations. Nous avons soulevé également l'absence d'une organisation de soins au sein des pouponnières et du cadre qui permet de penser à travers notamment un projet de service axé sur la prise en charge de l'enfant et de la promotion de ses droits. Et bien, suite à cette mission de diagnostic, nous avons proposé un dispositif d'intervention sur 3 axes.
Le premier axe, c'est la mise en place d'un groupe d'analyse des pratiques professionnelles dont l'objectif est d'amener les professionnels à réfléchir, à prendre conscience de l'impact de leurs pratiques sur le comportement des enfants et sur leur développement psychologique, et également prendre conscience de la nécessité de ces temps de réflexion sur les pratiques afin de pérenniser ce dispositif. Deuxième axe, c'est la formation in situ. Elle est essentiellement participative, construite avec les soignantes, dont l'objectif est d'adapter les pratiques en fonction des besoins des enfants, visant à amorcer ainsi une réorganisation du fonctionnement institutionnel. Et le dernier axe, c'est la mise en place d'une dynamique pour l'élaboration d'un projet d'établissement. Ce projet vise à consolider, renforcer et capitaliser le travail qui a été mis en place. Au Mali, c'est très difficile parce que les enfants abandonnés arrivent à la pouponnière dans des conditions très difficiles. C'est des enfants souvent ramassés sur des tas d'ordures. C'est des enfants souvent ramassés dans des maisons en chantier. C'est des enfants souvent, malheureusement, qui viennent, je sais pas, des puits, des anciens puits. C'est des enfants récupérés près d'un hôpital. Donc moi je dirais que les enfants de la Tunisie ont de la chance. Parce qu'au Mali, même si la femme veut, la loi ne permet pas à la dame d'aller accoucher, de confier son enfant. C'est assez compliqué. Les causes, généralement, c'est les aides familiales qui sont victimes de viol, je dirais, parce qu'elles viennent très jeunes. Elles quittent la campagne pour venir constituer leur trousse de mariage. Quand elles viennent travailler pour avoir un peu d'argent pour constituer leur trousse de mariage, elles sont confrontées aux réalités de la vie. Elles ne sont pas préparées. Elles tombent enceintes. Jusqu'à l'accouchement, pas de soins, pas d'accompagnement. Il y en a qui meurent. Il y en a qui tentent de faire des avortements avec beaucoup de complications. Il y en a qui arrivent à abandonner leur enfant. Il y en a qui gardent leur enfant avec des infusions, des trucs jusqu'à l'infanticide. Donc, c'est assez compliqué. Nous, en 2007, avec l'association Léo, on est allé à la pouponnière. Les enfants qui sont là, c'était à la limite de la survie, parce que pratiquement les enfants étaient malnutris, avec des conditions très difficiles, des odeurs inacceptables, parce que le personnel n'est pas formé, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Quand je vois les images de la pouponnière de Tunisie, les enfants sont dans des conditions adorables. Chez nous, les enfants n'ont même pas de couche. On a fait un gros travail de 2007 jusqu'à maintenant. On est en train. On s'est attaqué d'abord à la formation du personnel, parce que c'est du personnel non formé qui viennent comme ça, qui se constituent, on apprend sur le tas. On a fait un appui en matériel pour améliorer un peu les conditions de vie. On a formé l'encadrement pour que l'encadrement puisse suivre un peu. On a été confronté aussi à certains problèmes dans ces conditions difficiles. C'est que on a eu combien 4 changements de directrice en moins de 4 ans. On a eu des problèmes avec les médecins, parce qu'on avait mis un médecin, imaginez-vous, un
un centre avec plus de 90-100 bébés, il n'y avait pas de médecin. On avait mis un médecin, on a eu des problèmes avec ce médecin, parce que, avec tout le problème que la pouponnière a traversé. Et après, il y a eu tous ces problèmes de code de famille qui est arrivé. Il n'y a plus d'adoption à l'international. Les enfants ne sortent plus. Les enfants sont restés. À la date d'aujourd'hui, il y a plus de 230 enfants pour à peu près une pouponnière qui a à peu près une capacité de moins de 100. À cela s'ajoutent les enfants en situation de handicap qui n'ont pas de débouché, parce que la plus âgée a plus de 20 ans. Si je vois qu'en Tunisie, quand l'enfant grandit, il peut aller dans un centre, ensuite dans un autre centre pour finir sa vie. Au Mali, nous sommes en train de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants en situation de handicap, où est-ce qu'on va les mettre. Leur place, ce n'est plus la pouponnière, il faut chercher une solution, on est dans cette réflexion. Et ça devient de plus en plus difficile pour leur prise en charge. Avec l'arrêt de l'adoption, les associations qui accompagnaient la pouponnière, parce que l'État ne donne pas assez pour le fonctionnement. Quand on prend le personnel, les 80% sont payés par les associations, même à la date d'aujourd'hui. Quand on prend l'alimentation, tout le processus de nutrition des enfants, c'est assuré par à 80-90% par les associations. Ces associations sont des associations de parents adoptants, et avec l'arrêt de l'adoption, ça devient de plus en plus compliqué. Quand mon frère malien dit que les enfants restent combien de temps? Logiquement, à la pouponnière, normalement, c'est des enfants de 0 à 5 ans. Et pour les enfants qui ont un parent connu, qu'on ne peut pas adopter, ces enfants partent dans les villages SOS. Et sinon, s'ils ne sont pas handicapés. Pour les enfants qui doivent aller en adoption, c'était facile parce qu'il y avait l'adoption à l'international, les enfants partaient. Actuellement, c'est compliqué, les villages SOS sont remplis. Les enfants, la pouponnière d'État est dans une situation d'engorgement. Les pouponnières privées, à cause du fait qu'ils n'ont pas d'appui, des associations n'arrivent plus à accueillir les enfants. Et on est dans une situation d'impasse.